Bonjour à tous. On va commencer cet après-midi de restitution des ateliers. Alors quelques petites règles qu'on va essayer de respecter tout au long de l'après-midi. D'abord, par atelier, la restitution, c'est 5 minutes. C'est peu. Donc il faut être concis, précis, clair. Et à l'issue de chaque présentation, on laisse la place à une ou deux questions. C'est pour ça qu'on a raccourci un peu le temps de la restitution. Et on m'a demandé de respecter un ordre très précis de restitution des ateliers. Donc on va commencer par le Parlement étudiant, qui viennent sur la scène. Et une dernière chose, pour les questions, dans la mesure où on est filmé et enregistré, les gens qui posent des questions, les personnes qui posent des questions doivent se mettre debout d'après nos techniciens. Voilà, merci beaucoup et bon après-midi. À vous. Bonjour à tous, mesdames, messieurs. Je vais faire tout d'abord les présentations. Donc, vous avez Nora Lorcy, vice-présidente étudiante de l'UPEM, Maxime Le Breton, élu étudiant de l'UPEM au conseil académique, et moi-même, Mathieu Caron, étudiant à l'ESSIE Paris et élu au conseil d'administration de la Commu. Nous sommes très heureux de vous pouvoir aujourd'hui, pour la première fois, vous présenter le premier contour du Parlement étudiant de l'Université CIP, qui a vocation à devenir la troisième instance de gouvernance du futur établissement. Tout d'abord, un petit rappel du contexte et historique. Comme beaucoup de sujets qui vont être abordés aujourd'hui, j'imagine, l'idée du projet a débuté avec la labellisation ICIT. À ce moment-là, les deux étudiants au CA de la Commu ont pris à leur charge la partie volet étudiant. Et donc, en plus de proposer différentes propositions en termes d'animation de campus, en termes de vie étudiante, de jongler entre le modèle école et université, qui n'est pas une mince affaire, nous avons décidé de proposer une instance qui est nouvelle dans le paysage universitaire français, qui est le Parlement étudiant. Dans la foulée de la labellisation, en février 2017, les étudiants du campus Descartes se sont réunis autour d'un parlement non statutaire pour déjà, premièrement, mettre à l'épreuve ce concept et pouvoir l'amender si besoin. Dans la foulée de ce parlement non statutaire, la Commune organisait 2 séminaires le mois dernier autour des étudiants de toutes les futures composantes de cet établissement, afin toujours de pouvoir enrichir le modèle. L'idée derrière est de pouvoir donner une note au comité de pilotage à la fin du mois de mai, pour pouvoir déboucher sur la rédaction de ces statuts dans les mois qui suivent. Passons maintenant aux objectifs principaux de ce Parlement. Tout d'abord, essayer de revitaliser la démocratie étudiante en proposant une instance unique en France, mais qui existe déjà dans de nombreux pays, en particulier en Europe du Nord. Ce Parlement étudiant devra être le chaînon manquant entre la plupart des services de la nouvelle université et la société étudiante dans son ensemble. Il permettra aux étudiants d'être acteurs de leur vie étudiante et sera considéré comme une instance incontournable au même titre que les 2 autres gouvernances. Je vais maintenant laisser la place à Maxime qui va vous présenter plus en détail les missions et la composition de ce Parlement. Merci Mathieu. En effet, les différentes missions du Parlement seront axées autour de 3 domaines. Tout d'abord, la stratégie d'établissement sur la formation et la recherche. Ensuite, deuxième domaine, la vie étudiante et vie de campus, autour des associations, des sports et de tout ce qui touche à la commune, tout ce qui est local. Dernier point ensuite, sur tout ce qui est donc on touche à tout ce qui est vie étudiante, vie de campus, la condition étudiante, c'est-à-dire les grands enjeux autour des étudiants, santé, logement, société, restauration par exemple. Donc les interventions seront sous différentes formes. Par exemple, une proposition auprès de certains acteurs concernés,
la mise en place de différentes actions ou bien la consultation sur certaines décisions auprès du Sénat académique ou bien du conseil d'administration. Ensuite, la composition du Parlement sera organisée autour de 3 collèges. Tout d'abord, le collège des élus de composantes, ensuite le collège des élus associatifs de l'UCIBL, mais également des invités permanents au Parlement étudiant. L'ensemble des élus du Parlement étudiant vont ensuite désigner un bureau exécutif qui sera composé du président de Parlement étudiant, secondé de 2 vice-présidents, l'un des vice-présidents axé vie étudiante et le deuxième axé pédagogie. L'ensemble des élus du Parlement étudiant désigneront également entre eux les étudiants qui les représenteront au conseil académique, au Sénat académique ainsi qu'au conseil d'administration. Je laisse ensuite la parole à Enora afin de vous parler des différents domaines, des différentes communications entre le Parlement et l'extérieur, ainsi que les différentes ressources sur lesquelles il pourra compter. Donc, cette diapo est très complète, je pourrais passer beaucoup de temps à vous l'expliquer, mais j'aimerais que vous reteniez principalement 2 points. C'est qu'il y aura une synergie entre le Parlement étudiant, le Conseil académique et le Sénat académique. Et la deuxième, excusez-moi. La deuxième chose, c'est que le Parlement étudiant sera une interface entre les étudiants à travers les associations et les services de l'université cible. Donc le Parlement étudiant sera une instance primordiale dans ce nouvel établissement qui pourra agir au niveau local, mais qui agira surtout au niveau global. Pour finir, on a les ressources du Parlement étudiant, avec tout d'abord les ressources humaines. Donc on aura 3 salariés à temps plein, un secrétaire général, un trésorier et un responsable hygiène et sécurité. Ces 3 personnes suivront les actions du Parlement étudiant tout au long de l'année et veilleront à leur bon déroulement. On aura aussi les ressources administratives avec les services centraux de l'université cible. Et nous aurons enfin les ressources financières à travers 2 fonds principaux. Je vous laisse avec Mathieu qui conclura cette présentation. Merci Nora. Alors, pour conclure, on souhaiterait insister sur 2 points qui nous semblent primordiaux. Le premier, c'est que nous avons parfaitement conscience que ce modèle est très ambitieux et porte, on va dire au niveau des étudiants, un pouvoir qui n'a jamais été atteint jusqu'à présent. Cependant, nous pensons qu'il faut tirer les conséquences de toutes les instances étudiantes qui ont déjà été essayées en France jusqu'à présent et qui ont tendance à trop souvent représenter des coquilles vides qui ont très peu d'intérêt pour l'ensemble des étudiants en général. C'était le premier point. Le second point est que ce Parlement étudiant a vocation à compléter le modèle actuel et en aucun cas à remplacer les élus étudiants dans les autres instances, donc Sénat académique et Conseil d'administration. Nous espérons donc que dans les proportions, les étudiants seront représentés au minimum à ce qui existe actuellement sur le modèle universitaire. Avant de prendre quelques-unes de vos questions, on souhaitait remercier tous les étudiants et les personnes de l'administration qui nous ont aidés à développer ce projet depuis 2 ans. En particulier, Maxence Vabin, qui était l'ancien vice-président étudiant de l'UPEM, Mia Guyard, qui a été avec moi au CA de la Commu pendant 2 ans, le Parlement étudiant de l'Université d'Oslo, et enfin, désolé, j'ai oublié une personne, j'ai oublié Karine Marot, qui est aussi vice-présidente à l'UPEM, chargée de la vie étudiante. J'en suis désolé, Karine. Et enfin, la personne la plus importante, à nos yeux, est Caroline Bessot, qui est chargée au niveau de la Commu de tout ce qui est vie étudiante et vie de campus. Merci à vous. Bon, merci pour cette très belle présentation et on est très heureux de vous voir parce que je pense que vous allez effectivement représenter les étudiants de notre future université. C'est très très bien, bravo. Est-ce que vous avez une question à poser à nos représentants étudiants? La première, la plus difficile. Tout était clair? J'ai juste remarqué un truc, vous avez dit conseil académique et sénat académique. C'est un amalgame. C'est ça, voilà. Donc, ouais, c'est parce qu'il y a trop de choses déjà à mettre en place pour qu'on sache déjà les repérer. Ah, il y a quand même une question. Jean-Luc Pauleux. Jean-Luc.
Bonjour. Donc bravo pour la présentation, vraiment très claire. Est-ce que le Parlement étudiant va changer le rôle des BDE, la façon de fonctionner, leur budget, ces aspects-là? Alors, il y a 2 points. Il y a ce qui existe au niveau des composantes, au niveau des écoles à l'heure actuelle. On ne va pas intervenir là-dessus, globalement. On n'interviendra pas au niveau local. Donc, ce qui existe, par exemple, à l'ENSG, à l'ESIE ou dans les différentes composantes de l'UPEM, n'ont pas valeur à être modifiées, que ce soit en termes de budget ou en termes de possibilité d'organiser des événements. Cependant, au niveau de l'UCIBL, il y aura un BDE qui aura vocation à représenter tout le monde. Ce que fait un peu actuellement l'AVED au niveau de la Cité des Cartes. Et donc à ce niveau-là, le Parlement travaillera avec ces associations globales et pourra les financer. Est-ce que ça veut dire que les fêtes vont être encore plus importantes que celles qui sont faites aujourd'hui? C'est ça que ça veut dire? Potentiellement, oui. Ah. Qui va être le futur secrétaire général de cette affaire? Parce que là... Oui, Madame Raskin. Attendez. Il y a juste un... Il faut que je respecte le timing. Donc c'est la dernière question, excusez-moi. Non, je ne veux pas. Ouais. Allez, on y va. Donc, j'ai oublié ma question, c'est pas grave. Ah oui, il y a des histoires de financement, j'ai pas trouvé ça très clair. En particulier, il y a 3 salariés. Est-ce que c'est des étudiants salariés ou est-ce que c'est des personnels payés par je ne sais pas qui d'ailleurs? Et vous avez aussi, donc ça c'est une question que je me pose dans votre présentation. Et l'autre chose, c'est que vous dites, bon ça m'a bien plu, que vous ne vous substituez pas aux élus dans les conseils. Mais sauf que, de quel conseil vous parlez et il y aura combien d'élus étudiants dans les futurs conseils décisionnels? Parce que là, vous n'êtes pas décisionnel dans le Parlement, vous êtes un interlocuteur consultatif. Donc c'est la question que je me pose. Je vais essayer de répondre parce qu'en réalité, il y a quand même au moins 3 questions. Donc la première, en termes d'argent, donc il y a un FSE qui est financé par les étudiants. C'est ce qui existe actuellement avec le FSDE de l'université. Donc en gros, c'est chaque étudiant donne, on va dire, une quinzaine d'euros chaque année pour financer ce fonds. Ce fonds permet de financer des actions, des associations durant toute l'année, avec des appels à projets. Après, le second fonds est le budget interne du Parlement, où on met à l'intérieur les frais de gestion et le paiement des salariés. Et ce sont des salariés à temps plein, ce ne sont pas des étudiants. Vous faites peut-être référence aux indemnités qui existent actuellement pour les vice-présidents, qui pourraient être maintenues pour les membres du bureau exécutif. Pour ce qui est de la gestion des salaires, ça passera comme tout employé de l'université par le service paiement, j'imagine. Ce sont des salariés à temps plein, comme ce qui peut exister dans le service de la vie étudiante à l'université, où vous avez au moins 4 voire 6 personnes à temps plein chargées de ces missions. Et enfin, sur le plan décisionnel, comme l'a expliqué Maxime, il y a plusieurs niveaux en fonction de la mission ou du sujet, mais le Parlement a vocation à donner un avis positif ou négatif sur chaque décision du CA et du Sénat académique. Ça ne sera pas évidemment un veto, mais ça obligera les instances à créer un dialogue avec ce Parlement. Après, libre à chaque instance de trouver un compromis ou pas. Merci à vous trois. On va passer maintenant à l'atelier suivant. Merci beaucoup. Alors, la restitution de l'atelier suivant, donc c'est Recherche ouverte sur la société qui est en charge de cette restitution. Yasmina, à toi Yasmina, tu as 5 minutes pour ce programme très chargé. Alors déjà 1 minute pour trouver. Alors bonjour, je suis Yasmina Abdedaïm de ESIE Paris. Donc je vais vous présenter ce qu'on a réussi à faire dans l'atelier Recherche ouverte sur la société. Donc c'est un atelier fil rouge. C'est le dernier atelier, numéro 6, et la question était plus quelle ouverture au service de l'innovation et de l'évolution des pratiques professionnelles. On était une dizaine de participants à cet atelier-là, de différents établissements. Et pour la plupart, c'était notre premier atelier dans le fil rouge, je pense.
Alors, on est parti sur l'idée de l'open innovation. Donc, on a essayé au début de donner une définition et on s'est rendu compte qu'à travers les définitions qu'on trouvait, c'était une notion un peu ambiguë. Donc, on vous a mis là l'idée la plus générale qu'on ait pu avoir. Donc, c'est des modes d'innovation qui sont fondés sur le partage et la collaboration. Et ce qui est important, c'est qu'il y a des parties prenantes. Donc, selon les parties prenantes de cette open innovation, on peut définir des règles qui sont plus ou moins différentes. Donc, comme je vous ai dit, on a trouvé qu'il y avait un concept ambigu dans cette définition et il y avait deux visions. L'ouverture avec un objectif économique, c'est-à-dire les entreprises qui vont dire moi je vais ouvrir pour pouvoir après récupérer ce que, par exemple, dans les open labs, etc., ce que les laboratoires ou les étudiants dans les Fab Labs, etc., peuvent m'apporter, et puis après, c'est à moi et c'est ma propriété. Ou bien un objectif plutôt communautaire dans toutes les communautés qu'on voit, par exemple, dans ce qui est l'open source, etc. Donc nous, avec ces différentes visions, dans notre petit atelier, on a décidé d'avoir un fil conducteur, et en se disant qu'on n'allait pas essayer de faire une opposition entre ces deux visions, mais d'avoir un travail qui était assez difficile, de savoir comment on peut ouvrir la recherche, donc dire on est ouvert, on est vers le partage, tout en donnant aussi une part à la valorisation de la propriété intellectuelle. Donc l'idée, c'était de ne pas faire opposition entre ces deux concepts. On était conscient dans le groupe que c'était difficile à faire, mais on a essayé d'avoir ça en tête durant toute notre réflexion et essayer de trouver cet équilibre-là. Donc ça, c'est pour vous montrer que vous auriez dû venir à notre atelier. On s'est bien amusé, on a fait des couleurs, des post-it, etc. Donc là, c'était comme, je ne sais pas si vous avez tous fait ça, mais il y a des idées, on s'est posé la question, quels sont les enjeux, pourquoi, etc. Il en ressort ça. Donc, les enjeux et pourquoi. Donc la première idée qui est sortie beaucoup dans nos petits post-it, c'est la visibilité. C'est celle qu'on voit tout de suite au début. On a envie d'être visible dans une cible en tant qu'université, en tant que chercheur, en tant qu'étudiant, pourquoi pas. La deuxième, donc, qui est difficile, c'est le décloisonnement. Alors, on a mis interne et externe. Déjà, entre nous, en interne, on est plusieurs établissements. Donc, comment réussir à faire ce décloisonnement? Donc, c'est cette ouverture en interne. Et comment, en étant, nous, cet ensemble-là, on va réussir à s'ouvrir vers l'extérieur avec, pourquoi pas, avoir des collaborations entre nous interdisciplinaires avec l'extérieur. Donc peut-être que notre décloisonnement interne va nous donner une culture de décloisonnement externe de manière générale. Après, comment participer au transfert de la recherche? Donc c'est un enjeu important. Comment nous, en tant que chercheurs, on peut influencer les nouvelles idées économiques, socio-économiques, comment on peut avoir notre mot à dire et pouvoir influencer, par exemple, les pratiques professionnelles, comment intervenir dans l'innovation à travers nos recherches. Et puis, on s'est dit que tout ça, c'est bien beau, mais on ne va pas pouvoir tout faire. Donc, il fallait qu'on soit conscient, qu'on identifie certaines cibles privilégiées à travers nos différentes compétences, quelles sont les cibles qu'on va privilégier, donc travail à faire, et quelles sont aussi peut-être les cibles géographiques qu'on doit viser dans notre ouverture, des gens qui sont peut-être plus proches de nos thématiques. Et puis après, on s'est dit aussi qu'il ne va pas falloir qu'on rêve beaucoup, on a l'habitude d'avoir beaucoup d'ambitions collectives, et comment faire que ces ambitions collectives aillent toucher les individus et que ça soit mis en pratique. Donc on s'est dit qu'il va falloir qu'il y ait beaucoup de moyens nécessaires pour pouvoir avoir cette ouverture, qu'on espère être une ouverture avec notre vision de l'ouverture que j'ai donnée au début. Et un des derniers points, c'est qu'on s'est dit le but de cet atelier, c'était de réfléchir à l'open innovation, donc une ouverture, mais qu'il fallait continuer quand même à protéger, mais permettre à différentes personnes, différents projets, de protéger de différentes façons. Donc il y a la protection via un brevet, il y a des licences, il y a ce qu'on appelle les Creative Commons, etc., qu'il fallait avoir toute cette palette-là et qu'il ne fallait pas qu'on cible juste une vision, dire qu'il faut tous faire des brevets, etc. Tout ça dans un contexte avec un modèle économique qu'il va falloir aussi qu'on définisse, avec un soutien à l'entrepreneuriat, etc. J'ai trop dépassé. Je suis la première, c'est normal.
Et alors, de tout ça, on a tiré certaines préconisations. Donc, ce n'est pas des actions, on a dit on aimerait tendre vers ça. Donc déjà, on a vu qu'il y avait plusieurs actions dans divers établissements, qu'il fallait commencer à recenser tout ça pour voir qu'est-ce qui pouvait être mis en commun et qu'est-ce qui pouvait rester juste à chaque établissement. Ça, je pense qu'il y a d'autres groupes de travail qui ont travaillé sur ça. Et puis qu'à travers ce recensement, etc., on pouvait définir un guide de bonne pratique qu'on pourrait donner à chaque chercheur. Voilà, j'ai fait une recherche, vers où je veux aller. Est-ce que je veux aller vers un brevet? Est-ce que je veux aller vers du logiciel libre? Donc, pour pouvoir aider les chercheurs à cette ouverture qui soit différente selon les cas. On a pensé à une journée UCIBL qui serait un peu comme la journée des projets qu'on a à l'ESSIer. Donc ça serait une journée commune pour pouvoir faire que les étudiants et les chercheurs présentent leurs projets. Donc ça, c'est l'ouverture vers l'extérieur, la société carrément, comment on diffuse, qu'est-ce qu'on fait, qu'on s'ouvre à l'extérieur, plus pas spécialement juste aux entreprises, qu'on ait des événements communs, on participe tous à des concours, à des hackathons, etc. Si on pouvait le faire ensemble, répondre à des appels tous ensemble. Et puis, on a pensé à une revue de transfert qui serait une revue UCIBL. Alors, on a beaucoup débattu. Est-ce qu'il faut que ça soit pointu, pas pointu? Donc, on a pensé à un modèle du type journal CNRS qui serait en anglais et en français pour avoir une large diffusion. Et l'évolution des pratiques professionnelles. Alors là, on s'est dit, va falloir qu'on fasse toutes ces choses-là et il va falloir que ça soit considéré dans la charge des enseignements. Donc, comment dire qu'un enseignant a contribué à cette ouverture, etc., que ça soit dans le plan de charge, pour parler pratiquement. Et c'est le dernier point. Alors, on a pensé au MOOC, etc. On s'est dit, peut-être que nous, finalement, on a des thématiques avec nos différents établissements où c'est vraiment des niches. On peut être expert dans certains domaines. Donc, au lieu de faire des MOOC généralistes, on a pensé, moi, j'ai découvert le terme, des SPOC, c'est ça. Et donc, c'est des modules de formation ouverts à distance, mais sur des thématiques bien ciblées. Ça pourrait permettre de dire, voilà, on est expert dans ces domaines-là, donc c'est une ouverture, et après pouvoir faire des collaborations extérieures, etc. J'espère que je n'ai pas dépassé. Je voulais juste dire que cet atelier, c'était vraiment un premier pas vers l'ouverture, et voilà. Merci. Donc, compte tenu du timing, nous avons le droit à une question. C'était très clair. Bien, merci beaucoup Yasmina. Alors, l'atelier suivant, donc c'est l'atelier dynamique de l'organisation de la recherche dans les établissements. Serge Piperno s'y colle. Et tu as 5 minutes, Serge, pour raconter tout ça. Oui, merci. Donc bonjour à tous. Je vous restitue l'atelier. On était entre 30 et 40 personnes si on compte les gens qui ont participé aux différentes sessions. C'était un atelier extraordinaire. Donc ça fait vraiment chaud au cœur d'avoir été un atelier extraordinaire, même si on n'était pas tant que ça. On aurait aimé qu'il y ait plus de représentation. On avait fait des appels dans les établissements. Et puis en tout cas, on était très contents de travailler en amphi. Finalement, c'est original. On a réussi à faire des petits groupes et des tables rondes en amphi. Donc très bien cet amphi. Le but, c'était de clore ou de conclure une première étape qui est issue de ce fil rouge. Donc, comme le précédent, c'était le 6e et dernier atelier sur ce fil rouge, organisation de la recherche, sur dynamique, je ne sais pas, mais organisation de la recherche en tout cas. Il y avait eu d'autres séances sur les outils incitatifs, l'interdisciplinarité, les politiques doctorales, etc. Et dans ces 6 ateliers, il y avait surtout 4 séances vraiment sur l'organisation, c'est-à-dire la gouvernance et la définition des pôles de recherche, des ensembles identifiés dans le projet d'ICIT et sur lesquels il faut encore qu'on travaille.
Mentionner aussi que ce fil rouge a été conçu comme un travail parallèle, avec une sorte de ping-pong entre ce qui se passe dans les ateliers et deux groupes de travail, scénario plutôt sur la gouvernance, la forme de ces pôles de recherche, et le GT Connexion plutôt sur le fond, sur les contenus scientifiques, les périmètres, tous deux lancés en janvier 2018 après le premier atelier à Marne-la-Vallée, c'était début décembre. Donc on repartait dans ce dernier atelier de conclusion ou de travaux de ces groupes de travail qui travaillaient dans un cadre qui avait été à peu près défini au cours des séances de travail précédentes. Donc il y avait deux idées à retenir. La première idée, c'était le besoin du maintien d'une certaine dimension disciplinaire. La dimension disciplinaire étant importante pour le positionnement des chercheurs, leur évaluation, les propositions de sujets doctoraux, l'existence d'écoles doctorales, etc. Mais aussi l'organisation, le besoin d'une organisation transverse ou supérieure ou différente des unités de recherche évaluées par la HERES qui seraient ces pôles. Et donc les premières pistes, les premières conclusions qu'on avait en tout cas des travaux, c'était qu'on travaillerait sur des pôles de recherche qui auraient plutôt l'allure de fédérations de recherche ou de groupements de recherche ou de groupements de coopération scientifique avec une organisation plutôt souple, donc une manifestation d'intérêt des entités de recherche pour participer à ces, disons, fédérations de recherche. Sans exclusivité, on peut être sur plusieurs fédérations de recherche. Le besoin de définir des moyens d'animation scientifique pour ces actions, et puis avec une différence entre ces fédérations ou ces groupements. La fédération était plutôt du côté du spectre de l'animation scientifique, de la production d'avis collectifs et éventuellement de l'appui ou de l'avis sur des demandes d'outils incitatifs au sein de l'université cible. Les groupements de recherche, c'était ça, mais en allant un peu au-delà, notamment la construction ou la réflexion d'une stratégie scientifique ou d'un morceau de stratégie scientifique de l'université cible sur certains périmètres, thématiques, etc. Tout en gardant l'idée que ça serait bien quand même d'avoir une certaine lisibilité ou visibilité. Donc évidemment, tous les chercheurs et tout le monde est un peu inquiet du fait qu'on pourrait additionner des feuilles, donc avoir un millefeuille, avoir quelque chose qui est illisible de l'extérieur. Et donc on se proposait de travailler dans un cadre où on garderait ces deux dimensions, donc une dimension disciplinaire et une dimension suivant des enjeux ou des thématiques à traiter. Et donc ces enjeux thématiques ou autres, c'est plutôt le groupe de travail Connexion piloté par Corinne Blancard qui a travaillé sur ces enjeux. Et donc l'idée, c'est de garder ces deux dimensions et d'avoir une sorte d'approche matricielle pour la suite. Donc dans cette approche matricielle, donc il y aurait toujours un affichage disciplinaire. Donc on va dire les lignes de la matrice. Donc on a proposé quelques découpages un peu standards. Ça, je pense qu'on arrivera à s'entendre, même si on n'était pas encore tout à fait au clair si ces découpages sont les meilleurs. Hein. Il y a encore, de toute façon, rien n'est gravé dans le marbre. Il faudra aussi définir est-ce qu'il y a besoin d'une animation dans ces lignes, dans ces disciplines, comment on s'organise, est-ce que c'est léger, est-ce que c'est lourd, etc. Évidemment, il y a des éléments de discussion. Hein. Je ne retrace pas toutes les discussions. La définition de discipline, on s'est posé des questions sur génie civil, géosciences, sciences pour l'ingénieur, les positionnements les uns par rapport aux autres. Bon, je ne rentre pas dans les détails. Il y a la question du choix des enjeux transversaux. Donc le groupe de travail Connexion a proposé des enjeux qui ne sont pas tirés du chapeau, mais qui sont tirés des projets scientifiques, des labos, des LABEX, des projets tremplin et impulsion qu'on a vu passer. Donc on en a proposé quelques-uns dont les contours ont évolué pendant la séance et ils n'épuisent pas le sujet. Donc par exemple, on s'est dit que peut-être que transition énergétique pouvait être un sujet à ajouter qui occuperait beaucoup de laboratoires et qui intersecterait pas mal de disciplines dans l'UCIB. Véhicules autonomes, par exemple, ça peut être un sujet, mais certainement, ce qui est sûr, c'est qu'il y a peut-être des sujets qu'on a ratés. Donc, je pense qu'il y aura toute une phase encore, si on fait une proposition un jour, si on arrive à converger, d'échanges avec l'ensemble des forces de recherche. Et puis, il y a aussi la dimension un peu annexe de thèmes émergents qu'on n'aurait pas vus ou qu'il faudrait soutenir spécialement.
On a aussi discuté de la manière de s'organiser au mieux et que ce qu'on allait mettre en place ou ce qu'on proposerait de mettre en place comme animation, comme soutien ou comme prérogative de dispositifs d'animation sur ces colonnes de la matrice, eh ben, ça pouvait être hétérogène parce que tous les sujets ne sont pas tous aussi mûrs et qu'on peut éventuellement réutiliser des structures existantes. On pense au LabEx, on pense au projet fédérateur IFSTAR, etc. Alors, donc, on était reparti de ces... Non, je pense que ça, c'était les nouveaux intitulés. On est arrivé à des intitulés pour vous donner une idée de ces thématiques un peu transverses qu'on a imaginées, autour desquelles on a discuté. Aménager durablement les territoires, transition durable, transport et mobilité durable, crise et résilience, sécurité des déplacements. Bon, je ne vais pas tous les présenter. Hein. Donc, il y a plein de questions qui se posent. Est-ce qu'on en a oublié? Est-ce que ces thématiques sont redondantes? Est-ce qu'on ne fait pas une erreur en choisissant l'une de ces thématiques aux dépens d'autres qui seraient peut-être plus fédératives, plus intégratives? Donc, on n'est pas dans l'option, les premières thématiques nommées prennent la place et puis les autres doivent se situer par rapport à celles-là. Donc, il y aura encore pas mal de travail. Donc, il y a des évolutions dans les titres, évidemment. On doit mieux spécifier les problématiques un peu disciplinaires, parce que ce qu'on a voulu faire apparaître, voilà le genre de diagramme sur lesquels on a travaillé, et on remercie encore une fois le groupe de travail Connexion. On a essayé à chaque fois pour un enjeu de présenter un titre qui est compréhensible, de présenter, alors ça c'est un peu mal sorti, mais de présenter des sortes de sous-enjeux de type matériaux et construction durable ou observation des structures et des milieux, etc. De représenter des ensembles de laboratoires concernés. Alors je vois que c'est pas de ma faute, hein. Je pense que c'est le PowerPoint qui n'est pas compatible. Le positionnement des LabEx, et puis on a aussi des boîtes qui sont plutôt liées aux disciplines dont on est parti et dont le découpage peut être encore discuté. Mais c'est pour montrer que ces enjeux sont effectivement très pluridisciplinaires dans la maison et que ça apporte une dimension au-delà des disciplines. Voilà, donc dans la restitution sur le site web, on essaiera de vous donner la version finale pour l'ensemble des éléments, mais ce n'est qu'une base de départ et ce n'est pas gravé dans le marbre. Alors il reste plein de questions. Notamment la réévaluation de tout ça en termes de poids des différents labos, poids et implication réelle des laboratoires qu'on a imaginés sur les thématiques. Il y a le fait, est-ce que c'est gérable tout ça? Comment on fait si un labo, un département de l'IFSTAR est intéressé partout? Qu'est-ce que ça veut dire? Comment on gère ça? Il y a la question de... On était un peu plus d'accord, ou majoritairement d'accord, pour dire qu'il faut une animation suivant ces colonnes qui sont très transversales, interdisciplinaires. Mais il peut y avoir besoin d'une animation disciplinaire. Peut-être que ça peut être aussi un des rôles du Sénat académique. Voilà, il y a aussi des questions d'uniformité des pôles, j'en ai parlé. Du positionnement des moyens, et de quels moyens? Est-ce que les moyens sont suivant les lignes, suivant les disciplines ou suivant les animations transversales? On peut encore jouer sur certains curseurs. Et puis une question, alors avant que la question soit posée, comme à Nantes, il y a évidemment la question de l'articulation avec les formations. On sent bien qu'il y a une grande partie des formations proposées qui seront disciplinaires, mais ça serait pas mal de pouvoir aussi faire des formations suivant les colonnes de la matrice. Ce serait vraiment une valeur ajoutée en notre sens. Et puis voilà, une fois qu'on aura un peu finalisé ce qu'on s'est dit, il y aura toute une étape de discussion au sein des établissements de la future cible avec les unités de recherche pour voir leur ressenti, comment elles reçoivent l'ensemble de ces contributions. Donc un grand merci aux participants de ce séminaire et des autres. Merci à vous. Alors, une question pour Serge. En fait, il y en aurait beaucoup, j'imagine, mais on n'a pas trop le temps cet après-midi. Au moins une question? Non. Ah si, quand même. Jean-Luc Peleux. Alors, heureusement que tu es là, Jean-Luc. Hein. On n'est pas préparé ça, mais c'est bien. Donc la question, en fait, c'est dans cette matrice, colonne et ligne, est-ce que la volonté, c'est de placer tous les laboratoires, toutes les équipes, ou au contraire, est-ce qu'il peut y avoir des équipes qui sont en dehors de cette ligne et qui auraient quand même une existence dans le cible?
Donc c'est une bonne question, effectivement, qu'on s'est tout à fait posée. Je pense que, d'abord, tous les laboratoires sont au moins dans les lignes, d'une certaine manière, parce qu'ils sont logiquement quelque part en termes de discipline. Et ce qu'on veut, c'est aussi présenter quelque chose qui est animé et qui soit lisible. Donc en fait, les lignes, c'est qui on est, les colonnes, c'est qu'est-ce qu'on fait, en tout cas, qu'est-ce qu'on met en valeur, en avant dans ce qu'on fait. Donc il n'y a pas une obligation à ce que tous les laboratoires soient suivant ces lignes. Après, ça peut nous interroger, effectivement, si on a des laboratoires qui sont en dehors des colonnes, peut-être qu'il faudra bien sûr voir avec eux si on n'a pas oublié des sujets qui permettraient de les rapprocher d'autres, etc. Ce n'est pas un objectif absolu, mais c'est une question tout à fait pertinente. Ok. Merci beaucoup Serge. On va passer donc à la restitution du groupe suivant. Bravo à lui. Le groupe suivant, c'est le groupe internationalisation de l'enseignement. Bonjour à tous. Le temps de chercher la présentation, j'ai eu l'honneur et le plaisir d'animer l'atelier concernant l'internationalisation de l'enseignement. Donc Serge a fini par remercier les participants. Moi, je souhaiterais commencer par remercier cette magnifique école, l'ESIE, pour son accueil. Ça a été un vrai plaisir, comme d'habitude. Merci aux organisateurs. Et puis, remercie à tous les participants au groupe de travail et à l'atelier d'internationalisation pour votre complicité, pour votre dynamisme. Ça a été vraiment extraordinaire de pouvoir travailler avec vous. Et merci particulièrement donc à Agnès, à Jean-Luc, à Camille, à Virginie, parce que j'étais soutenue de façon permanente. Et Virginie a justement la dure tâche de dresser un bilan de tout ce qui s'est passé pendant les 2 derniers jours. Donc je laisse la parole à Virginie, qui est l'experte aujourd'hui. Alors justement, je ne suis pas du tout une experte de l'enseignement à l'université, mais je vais essayer de restituer nos discussions de ces 2 jours. Dans les 4 minutes. Alors, donc, déjà, quelques points importants pour nous. L'internationalisation de l'enseignement, c'est d'abord poser la question de ce que c'était et quel était l'objectif. Et on s'est tout de suite dit que pour nous, l'UCIBL devait être une université internationale. Donc, je n'aurai pas le temps aujourd'hui de vous donner la définition, toutes les définitions de ce qu'on met derrière ce que c'est une université internationale, mais je pense qu'on en a déjà plus ou moins tous une idée vague ou précise, et qu'on se doit de penser cette internationalisation dès maintenant. Et comment on fait dans le cadre de cette internationalisation pour attirer les meilleurs étudiants français et étrangers, et comment on fait pour accompagner tous les étudiants dans l'internationalisation de leur profil, avec 4 mots-clés qui sont restés un peu en filigrane de notre atelier, à savoir avoir une université cible à haute réputation, avec un très bon classement, un rayonnement et une attractivité. Alors, il y a une diapo qui n'est pas forcément très digeste, mais c'est la seule. Après, il n'y en a quasiment plus, il n'y en a plus qu'une. Donc, on a essayé d'avoir en fait 5 axes de discussion. Alors, en fait, ce qui s'est passé, je vais quand même le rappeler, c'est qu'on a fait un petit exercice. Eugénia nous a fait travailler dans un jeu de rôle, un genre de serious game, où on était 2 groupes. Un groupe jouait le rôle d'étudiant, qui imaginait son université ou sa formation idéale, une université internationale idéale. Et puis il y avait un autre groupe qui était un peu un groupe de décideurs ou en tout cas de professionnels qui créaient une formation internationale. Voilà, je ne vais pas restituer tout ce qui s'est dit à ces moments de travail en groupe, mais en gros, on a trouvé quelques leviers, des gros leviers d'internationalisation. Donc on a un levier autour des programmes de formation. On voudrait trouver une originalité, une individualisation du parcours. On a aussi mis l'accent des deux côtés, à la fois du côté de ceux qui ont joué les étudiants et de ceux qui ont joué les professionnels, sur l'aspect multisite. Donc on veut valoriser ce côté multisite. On n'est pas présent qu'en région parisienne, on est présent sur toute la France. Et ça peut être un atout à vendre à l'extérieur. Ce qui nous a semblé important aussi, c'était la reconnaissance du diplôme. La question du coût a été évoquée, on ne va pas pouvoir y en parler en détail, mais est-ce que la formation peut être un peu
plus coûteuse un étudiant étranger, parce qu'il y a ce côté aussi visibilité internationale du fait que parfois le prestige de la formation peut passer par un coût de formation, ou alors est-ce qu'on propose une formation au même prix pour tous. Et puis il y a aussi les aspects donc, de mobilité qui sont quand même au cœur de ce qu'on fait déjà à l'université et dans les écoles et nous à l'IFSTAR en recherche, savoir accueillir des étudiants, des chercheurs, du personnel dans nos locaux et faire partir nos étudiants et notre personnel. Ensuite, donc, sur l'offre de services, c'est-à-dire comment on met en place cette internationalisation d'un point de vue pratique, comment on fait pour aider les étrangers, les étudiants et le personnel pour se loger, à essayer d'avoir ce côté d'attraction au niveau de la culture française avec des modules internationaux spécifiques. On a pas mal parlé du parrainage, donc du buddy system. Donc moi, c'est un terme que j'ai découvert ce matin, mais qui est assez intéressant, où un étudiant, alors quel que soit son niveau d'études, parraine un étudiant étranger qui arrive et puis lui l'accompagne dans plein d'aspects, pas forcément uniquement dans les aspects scientifiques, enfin de sa formation, mais sur des choses toutes simples d'intégration, aller à la CAF, aller ouvrir un compte en banque, etc. Et puis il y a tous les aspects langue. Alors on s'est dit, est-ce que cette université internationale, elle va faire tous des cours en anglais, ou est-ce qu'il va y avoir un accompagnement? Est-ce qu'on fait une filière spécifique avec des enseignements internationaux? Donc c'est pareil, donc il y a un peu de jargon. Donc le Landsat, c'est langue étrangère, j'ai oublié, à destination de spécialistes d'autres disciplines. Merci. Donc c'est enseigner en anglais dans notre discipline, c'est-à-dire par exemple enseigner l'électronique, enseigner l'histoire, enseigner les maths en anglais, et puis accompagner les enseignants français à pouvoir internationaliser leurs cours. Voilà, je vais avancer un peu. Donc ensuite, on avait ce côté aussi d'internationalisation au niveau professionnel, c'est-à-dire les recrutements internationaux, comment on fait venir des enseignants internationaux, ponctuellement ou à long terme. Est-ce qu'on fait venir des experts de temps en temps, des summer schools, des séminaires spécifiques, comment on accompagne le personnel administratif à cette interculturalité, comment on passe tous nos supports administratifs, conventions, etc. En bilingue ou pas, ou est-ce qu'on laisse tout en français, etc. Donc c'est des questions qu'on a abordées, mais auxquelles on n'a pas de réponse encore. Et puis on pense qu'il y a d'autres leviers au niveau de l'internationalisation, donc partenariat, communication. Donc les partenaires économiques peuvent être à l'étranger, le système de partenariat académique, le réseau des anciens. On peut créer aussi un réseau d'ambassadeurs de l'établissement qui vont pouvoir diffuser à l'étranger ou revenir vers nous. Et puis il y a cette idée aussi d'avoir un campus délocalisé. Pourquoi pas avoir un campus de l'UCIBL en Afrique du Sud, en Australie, en Chine. Voilà. Et puis tout ça, ça doit passer par une communication. Les réseaux diplomatiques, les réseaux sociaux, le web, comment cette visibilité, cette attractivité, on la communique et comment on attire justement ces étudiants. Voilà. Et puis comme on a eu un exercice à faire qui était de trouver un titre et un slogan. Voilà, donc ça nous a occupé un bon quart d'heure, pas plus, hein, donc soyez indulgents. Mais on s'est dit que l'université Gustave Eiffel, si c'était le nom qui était retenu, on pourrait proposer que ce soit la European University for City Humanities, on n'était pas forcément d'accord, and Technologies, avec un slogan qui serait Come to France, Invent the Future. Voilà. Alors, une question. Jean-Luc? Ah, un étudiant. Ah, très bien. Ça marche pas. Peut-être changer de micro. Alors je vais en profiter quand même pour dire que j'étais pas la seule rapportrice. Et donc je remercie Camille qui m'a beaucoup aidée à faire la restitution. Et Jean-Luc aussi, bien sûr, Génia, mais voilà, en particulier Camille Dulor. Oui, alors il y avait une question en deux parties. La première, c'est, j'imagine que vous avez dû faire beaucoup de benchmarking par rapport à ce qui existe dans les autres universités. Est-ce que vous avez aussi pensé à utiliser les retours d'expérience des milliers d'étudiants qui ont déjà fait un semestre Erasmus, qui sont déjà dans les différentes composantes de l'UCIBL,
J'en fais partie, par exemple, j'étais en Erasmus en Norvège le semestre dernier, mais mon cas peut être multiplié avec plusieurs milliers de personnes. Alors, je vais te laisser répondre, Eugénia. Oui, effectivement, on s'appuie surtout sur les associations d'étudiants. Quand on évoquait la question notamment de Body System, c'est parce qu'on avait Jean-Luc qui participait à l'atelier, qui nous a expliqué comment ça marche à l'ECIE. Nous-mêmes, à l'IVP, on a aussi un système qui s'appelle l'AMIVP de parrainage des étudiants internationaux. On s'appuie également sur le Erasmus Student Network. Donc voilà, ce sont des idées qui peuvent être exportables parce que ce n'est pas nécessairement la même organisation dans le cadre de l'IFSTAR, par exemple. Donc pour nous, même si l'atelier portait sur l'internationalisation de l'enseignement, on a parlé des universités cibles. Donc on souhaitait trouver des synergies exportables et vers un laboratoire de recherche et vers une université, vers les formations plus classiques. Donc effectivement, on a fait du benchmarking et on comptera sur les associations d'étudiants parce que c'est à la base les protagonistes de la démarche. Très bien, parce qu'il y a le côté organisationnel, mais aussi le ressenti personnel qu'on a pu avoir durant cette expérience, et je pense que c'est un vrai plus pour ce service. Je pense que c'est une chose qui a été claire de toute manière, c'est que l'internationalisation est fondamentalement transversale, donc il va falloir s'appuyer sur tous les groupes de travail, sur tous, parce que ça touche à toutes les composantes et à toute l'organisation de l'université. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci, merci. La restitution suivante, c'est le groupe Santé Sécurité au Travail qui est resté au travail. Donc, Chloé Valbin, c'est ça? C'est toi qui restitue? Vous êtes deux? Bravo. 5 minutes vraiment. 5 minutes vraiment. Ah oui. Oh, même moins longtemps. Les conclusions vont être rapides pour nous. Ouais. Alors, si vous posez le travail. Donc bonjour à tous, donc Clémence Garnier, je suis la coordonnatrice prévention de l'IFSTAR. J'ai été l'animatrice de l'atelier santé-sécurité. Et je vais laisser mon rapporteur faire la restitution. Donc, bon, je me présente, Chloé Valbin, je suis de l'Essier. Donc avantage de cet atelier, ça a permis de rencontrer... Ah oui, c'est vrai que... Non, c'est trop bien ça. Donc, mon avantage de l'atelier, ça nous a permis de nous rencontrer donc, entre 3 établissements, à savoir l'IFSTAR, l'UPEM et l'Essier. Donc, on a noté des disparités au niveau de tout ce qui était sécurité et santé au travail. Bon, entre autres, pour l'UPEM et l'IFSTAR, ils sont attachés à la fonction publique, alors que l'Essier, qui est une école de la Chambre de commerce et d'industrie de la région Paris-Île-de-France, est rattaché au Code du travail. Voilà, donc, en termes d'organisation de santé, prévention et gestion de la santé et de la sécurité. Donc là, on vous a listé un peu ce qui se faisait dans ces 3 établissements. Donc pour l'UPEM et l'IFSTAR, on a le CHSCT, donc c'est hygiène, sécurité et conditions de travail. À l'Essier, nous avons le CHS, donc hygiène, sécurité, mais on traite encore des problèmes de conditions de travail. Donc pour l'Essier, c'est le responsable des services généraux et pour le cas de la salle blanche, le responsable sécurité salle blanche. Alors que pour les 2 autres établissements, on va retrouver un responsable et des coordinateurs de prévention santé-sécurité. Donc médecine du travail à l'Essier, nous avons une sous-traitance ainsi qu'à l'UPEM, des médecins en interne à l'IFSTAR, donc ça pourrait être un plus. Un médecin, oui, pas des médecins, oui, et un externe. Des assistantes sociales, et finalement, des conclusions, il n'y en a pas, comme il y a des disparités au niveau des CHS, il y a aussi des disparités au niveau des conclusions sur cet atelier.
Voilà, je vous remercie. Je vais peut-être compléter. Ouais. Je complète juste un petit peu. Non, en fait, ce qu'on s'est aperçu lors de cet atelier, donc déjà, on n'était que 3 établissements, donc c'était pas forcément représentatif de tout la future université. On était une dizaine à peu près de personnes. Donc voilà, ce qui a été dit, c'est qu'il y a une différence en termes de réglementation, en termes d'organisation aussi en santé et sécurité au travail, puisqu'on n'a pas forcément les mêmes instances et les mêmes acteurs de la prévention. Et après, on a également parlé des autres sujets tels que les orientations stratégiques, la politique de prévention, l'évaluation des risques professionnels, l'accueil des nouveaux arrivants. Enfin, voilà. On ne voyait pas forcément l'intérêt de rentrer dans ces détails pour la restitution, mais en tout cas, c'est des choses qui ont été abordées. Et on se rend compte qu'il y aurait des choses à faire, puisque là, on est sur des établissements qui ont une organisation vraiment différente dans ce domaine-là. Voilà. Merci. Alors, c'était court, mais vous avez peut-être des questions quand même, au moins une. Non? Bah, écoutez, merci beaucoup. Merci beaucoup pour cette restitution. Donc, le groupe suivant, mais je vais annoncer le passage. Comme ça va vous permettre de vous préparer. Donc, le groupe suivant, c'est le groupe moyens généraux, possibilité de mise en commun. Ensuite, nous aurons qu'est-ce qu'une composante? Quelle autonomie? Ensuite, nous aurons outils du numérique pour la formation, quels usages? Articulation, génie urbain et architecture, numérique et composants, et enfin, enjeux du numérique, déluge de données. Merci. C'est quoi? C'est celui-là? Bonjour, donc je m'appelle Philippe Demange, je suis directeur général des services adjoints à l'université Paris-Marne-la-Vallée et j'ai en charge les infrastructures immobilières et informatiques. Donc notre sujet c'était les moyens généraux. Donc déjà rien que sur le titre on a un petit peu une disparité parce que moyens généraux c'est plutôt Yvestar et d'autres établissements. Nous on est plutôt structuré en direction immobilière et logistique. Donc qui crée déjà une petite différence, mais qui, sur le fond, ne change pas énormément de choses. Voilà. Voilà. Donc sur l'état des lieux, en fait, les organisations sont très liées à la taille des établissements. Alors je vous rassure, chaque établissement remplit ses missions. Donc vous avez de la lumière, vous êtes chauffé, il y a du gardiennage, il y a du ménage, il y a du courrier, etc., etc. Mais en fonction des tailles d'établissement, finalement, on a une relation à la sous-traitance, par exemple, ou au service qui est complètement différente. Donc on a aussi la problématique des sites isolés. L'Yvestar est l'exemple avec effectivement un certain nombre d'implantations géographiques dans la France qui donc génèrent une façon de voir le service moyens généraux différemment de l'université, par exemple. Avec des domaines d'action un peu différents. Oups. On a aussi constaté qu'il y avait des plages d'horaires vraiment très différentes, et notamment le champion, c'est l'Essier, puisqu'on a appris que c'est pratiquement ouvert 365 jours par an, de 7h du matin à 1h, non, 7h du matin à 1h du matin. Donc en fait, il y a très peu de nuits dans l'histoire de l'Essier. Il y a un état global aussi qu'on partage qui est assez vieillissant. On a aussi des difficultés même sur les bâtiments tout neufs. Donc il y a mes collègues de la bibliothèque Georges Perec par exemple qui peuvent en témoigner, ou les collègues de l'Essier avec Bienvenue qui ont souffert pendant 2 ans avant de trouver un fonctionnement normal. Donc oui, de l'Yvestar, pardon. Donc on partage un certain nombre de difficultés et en fait on sait que ça génère beaucoup de travail et énormément de crédit. Et donc des problématiques internalisation et externalisation qui sont prenantes, puisque l'université a la chance d'avoir beaucoup de compétences autour de l'immobilier et de la logistique qui lui permet de réfléchir à réinternaliser un certain nombre de fonctions de façon à avoir une réactivité beaucoup plus évidente que quand on externalise tout, où on perd finalement la capacité à comprendre ce qui se passe avec les entreprises et la maîtrise des risques.
Donc, moi, je suis Philippe Avril, je suis le secrétaire général délégué du site de Marne-la-Vallée et de l'IFSTAR. Et donc, dans les perspectives, en fait, quelque part, on a deux sujets. On a le sujet de la Cité des Cartes, où il y a beaucoup de bâtiments, beaucoup de sièges d'organismes. Et puis, comme on a dit tout à l'heure, les sites isolés. Et sur les sites isolés, mais il n'y a pas que ceux de l'IFSTAR, puisque à l'Essier, il y a un site à Cergy, l'école des ingénieurs de la ville de Paris, ils sont dans Paris. Donc on a vraiment des réponses qu'on peut apporter pour les organismes qui sont dans la Cité des Cartes. Et dans la Cité des Cartes, il y a aussi les organismes qui ne sont pas dans l'université cible, mais qui sont quand même dans e-site. Je parle de l'école des ponts, par exemple. Et donc les sites isolés. Mais pour autant, les réponses qu'on pourra apporter ou les éléments de progrès qu'on va trouver entre nous pour la Cité des Cartes pourront très bien être peut-être, on pourra peut-être en faire bénéficier les sites distants. Alors bien évidemment, on a très vite évalué l'intérêt qu'on avait à regrouper éventuellement les moyens, voire certains équipements, parce qu'à la Cité des Cartes, on a tous des matériels et tout ça. Donc on pourrait plus ou moins d'ailleurs, même avant l'officialisation de la date de la fusion, on pourrait très bien commencer à partager des moyens, des équipements, des compétences, en sachant qu'aujourd'hui, finalement, on ne connaît pas très bien les moyens, les équipements et les compétences de nos partenaires, parce que voilà, on ne se connaît pas assez, d'où l'intérêt de ces différents séminaires. Et on a aussi imaginé qu'on pourrait, dans le cadre de cette fusion, on pourrait imaginer de nouveaux services. Alors, à l'époque de la construction du bâtiment Bienvenue, on avait dans le programme initial la réalisation d'une crèche qui a été abandonnée pour des raisons budgétaires, mais on pourrait très bien imaginer aujourd'hui que compte tenu de l'ensemble du groupe des partenaires de l'université cible, on pourrait créer peut-être une crèche pour les personnels. On parlerait éventuellement d'un restaurant interadministratif qui pourrait être plus centralisé dans la Cité des Cartes. Enfin, il y a un certain nombre de projets comme ça qui pourraient voir le jour parce qu'on est plus nombreux et donc bien évidemment plus forts. Et puis on s'est dit qu'il ne fallait pas s'arrêter là parce qu'il n'y a pas de raison et donc on va continuer la réflexion. On a prévu de se rencontrer. Alors les organismes, il manquait pour nous le IVP et puis le NSG, mais on a d'ores et déjà prévu de se revoir avant l'été pour continuer le travail et au moins démarrer peut-être par un état des lieux de tout ce que l'on a, de tout ce que chacun possède et de ce qui pourrait peut-être rapidement mettre un petit peu sur le marché du partage et faire bénéficier à chacun peut-être de moyens humains, de moyens matériels, voire rien que la connaissance des salles de réunion, de la vacance des salles de réunion, des parkings, enfin il y a quand même... Chacun a beaucoup de difficultés sur différents sujets et finalement peut-être le voisin a la réponse, mais on ne le sait pas parce qu'on ne se connaît pas. Donc on a envie de bien continuer ensemble pour trouver des solutions. Voilà. Peut-être une question sur les moyens généraux. Les restaurants. Non? Très bien. Écoutez, merci beaucoup. Merci beaucoup. Donc, la restitution suivante maintenant, donc c'est qu'est-ce qu'une composante? Quelle autonomie? Qui vient? Bonjour à tous. Donc, je vais vous présenter le travail qu'on a fait dans le cadre de l'atelier qui s'intitulait F5, Qu'est-ce qu'une composante et quelle autonomie? Donc, je vais d'abord essayer de lister les participants sur les 2 journées. Comme vous avez pu le voir sur la première présentation, c'était la 2e fois que cette thématique apparaissait. Et pour juste information, il n'y avait qu'une seule personne qui était présente sur le premier atelier et qui avait participé aux discussions qu'on a eues sur les 2 journées. Donc il y avait des personnes qui présentaient l'ensemble des établissements, sauf le NSG et le IVP. Et donc on est parti sur une première constatation sur donc les composantes actuelles telles qu'elles ont été définies, à savoir les 12 plus 4,
plus une composante sur laquelle on a mis un point d'interrogation. Je vais revenir là-dessus. Donc les 12 composantes sont les 12 composantes de l'université, plus les 4 établissements partenaires, qu'on a mis ensemble parce qu'ils sont tous diplômants. Et on a mis par ailleurs une autre composante avec un point d'interrogation, donc il s'agit de l'IFSTAR pour ne pas la nommer, qui est associée à la recherche et l'appui aux politiques publiques, pour laquelle en fait il n'y a pas de formation adossée. Et on a identifié des caractéristiques très hétérogènes, donc, qui ne sont peut-être pas exhaustives, c'est pour ça qu'il y a des pointillés, qui nous ont permis de lister un certain nombre d'items qui ont suscité pas mal de discussions. Et donc en fait je ne vais pas revenir en détail parce qu'il y a certains items qui ont déjà été proposés dans les présentations précédentes. Donc on s'est posé des questions sur les caractères hétérogènes en termes de taille, sur les effectifs, les budgets et les étudiants, sur le financement ou les financements des cursus avec des origines diverses, publiques, entreprises ou des financements propres par les étudiants, sur la constitution des budgets de chacune de ces entités, à savoir des budgets avec des coûts complets ou non, donc, notamment par rapport à la masse salariale, et puis également des questionnements autour des ressources financières, donc par rapport à leur provenance et aussi par rapport à l'intégration de ces ressources financières au budget des composantes ou au budget de l'établissement. Et puis on s'est posé la question également par rapport à ces caractéristiques hétérogènes des services supports, des soutiens internalisés ou externalisés dont il a été question juste avant. Et donc, après toutes ces informations qui ont fusé sur la première journée, on s'est posé la question aujourd'hui de savoir comment on pouvait répondre à cette question de composantes. Et on a décidé de faire une réflexion qui était un peu décalée, avec une réflexion d'organisation sous le format des school off, en essayant de faire des propositions de comment on pourrait organiser ces school off par rapport à l'organisation actuelle des composantes. Donc les questions ouvertes, donc les questions qui ont été ouvertes ou celles qui ont été traitées dans d'autres ateliers, on a essayé de les lister ici, en savoir qu'il y avait une forte interrogation par rapport à la connexion avec l'organisation de la recherche. Donc j'y reviendrai un petit peu parce que la présentation qui a été faite sur l'organisation de la recherche, vous allez voir qu'il y a des similitudes avec une approche matricielle qui peut être intéressante. Et donc en fait, on a fait une approche similaire. On a beaucoup évoqué le sentiment d'appartenance. Donc en fait, le sentiment d'appartenance avec des questions posées par rapport à c'est quoi l'appartenance à une composante, par rapport à ce qui existe actuellement, par rapport à la nouvelle université, et qu'est-ce que c'est aussi l'appartenance par rapport à l'université cible, donc l'université Gustave Eiffel, telle qu'elle est nommée actuellement. Se sont posées aussi les questions de l'image des marques et du nom du diplôme. Donc là, en fait, on s'est rendu compte qu'il y avait des diplômes et donc des établissements qui revendiquaient une marque, et donc qui allaient continuer à revendiquer cette marque-là, et d'essayer de voir comment ça allait être organisé dans le cadre de la nouvelle université sur cette question de composantes ou de nouvelles propositions de découpage que je vais faire juste après. Dernier point, donc un petit point qui a été énoncé plus tôt hier sur le parangonnage donc, entre les établissements. L'idée, c'est de savoir comment les autres établissements ont structuré la réflexion par rapport à la réorganisation dans le cadre de cette fusion. Donc en regardant ce qui s'était passé rapidement, on aurait voulu le faire plus en détail, mais on n'a pas eu toutes les informations, sur d'autres sites, d'autres e-sites ou des IDEX, et également sur la façon dont c'est organisé à l'étranger. Donc d'où le positionnement qu'on va vous proposer ici. Donc en fait, sur le positionnement qui est proposé, c'est vraiment qu'une proposition, ça a vocation à vous faire réagir. Donc l'idée des school off, dans ce qui a été fait là, c'est d'essayer de dire, on va essayer de proposer des entités, des thématiques qui ne sont pas forcément disciplinaires, et on a essayé de façon plus ou moins arbitraire, avec la connaissance qu'on avait dans le cadre de groupes de travail, de positionner chacune des entités en termes d'enseignement sur ces différents points d'entrée. Donc en fait, les points d'entrée qui ont été retenus, c'est un point qui serait un School of SHS, un autre gestion et économie, il manque économie, un autre sur les sciences, un autre sur le génie urbain avec une terminologie qui peut évoluer, et sur l'ingénierie. Et donc à chaque fois, on a repositionné l'ensemble des entités, il y en a certains nombres qu'on a oubliés, je vous prie de m'excuser par avance, sur ces thématiques-là. Et par la suite, on s'est posé la question en fait, du lien qu'il pouvait y avoir entre ces propositions de répartition de composantes qui, elles, ont été identifiées pour délivrer des diplômes, et le lien avec les répartitions des unités de recherche. Donc c'est là où on retrouve les mêmes dénominations de tout à l'heure par rapport au laboratoire de recherche. Et donc l'idée ici, c'est de savoir comment on pourrait articuler, dans le cadre de cette matrice-là, donc là la matrice elle est un peu biaisée, mais on peut retrouver des similitudes, et donc on a dit qu'en parallèle de ces school off, il y aurait un institut de recherche Gustave Eiffel, donc l'IRGE, sur laquelle on pourrait raccrocher des laboratoires.
Donc en fait, ce qu'il faut voir aussi, c'est que dans cet affichage-là, vous voyez qu'il y a des laboratoires qui vont se positionner dans plusieurs des schools, et donc on va pouvoir organiser les choses, plusieurs schools off, et l'idée c'est de voir comment on peut organiser les choses pour que ça soit pluridisciplinaire et éventuellement transdisciplinaire, pour pouvoir construire et répondre à des problématiques ou des projets cibles en fonction des événements. Et donc la dernière réflexion sur cette school off, c'est d'être relativement plus prudent. Ce qu'on a proposé ici, c'est une vision qui est à terme. Donc l'idée, ce n'est pas une organisation immédiate pour un démarrage dès le début de l'UCIBL. Deuxième point, c'est que ces school off visent à une répartition des composantes actuelles. Donc c'est pour ça que vous allez retrouver le nom de l'ensemble des composantes, à savoir les 12 plus 4 établissements. Ensuite, ça ne préjuge pas non plus de l'organisation administrative. Là, c'est vraiment un affichage qui a été fait, et on rejoint ce qui a été dit tout à l'heure, sur la visibilité et la lisibilité de nos formations, de l'offre de formation, et de savoir comment ça peut se compléter. Donc cette lisibilité, c'est une lisibilité externe et interne. Donc ça va permettre aussi de faire des passerelles entre les formations actuelles et aussi et surtout en lien avec la recherche, c'est important. Ce n'est pas la seule clé de lecture, c'est une qu'on a proposée avec un atelier de travail qui s'est tenu en temps restreint et avec un nombre de participants assez restreint, mais c'est une clé de lecture, et que ça peut être potentiellement compatible avec l'organisation de la recherche. C'est pour ça qu'on s'est proposé d'aller au-delà de cet aspect composante et de relier les éléments de recherche à notre proposition de School Off. Et puis on a fait un petit exercice de matrice SWOT derrière avec les 4 points, force, faiblesse, opportunité, menace. Donc la force, c'est vraiment une force en termes de lisibilité. L'idée, c'est de savoir comment on va montrer avoir l'offre de formation dans le cadre de l'UCIBL et comment en fait les étudiants pourront au mieux avoir une vraie lisibilité sur cette offre de formation. La faiblesse, c'est l'articulation avec l'organisation de la recherche qui n'est pas évidente. En fait, vous voyez qu'il y a des forceps qui sont faits parce qu'il y a des laboratoires qui apparaissent à plusieurs endroits. Donc en fait, c'est vraiment une matrice à construire avec des interactions qui peuvent être plus ou moins fortes en fonction du découpage. Enfin, l'opportunité, donc en fait, ce sont des opportunités surtout en termes de synergie entre les composantes. L'idée, c'est de savoir comment on peut aller au-delà du découpage actuel et donc à terme ne pas avoir un affichage où on reste sur quelque chose qui est plus ou moins figé. On garde l'organisation actuelle qu'on recalque avec un genre de couverture en termes de gouvernance. On essaie d'aller plus loin et pour qu'il y ait effectivement des actions qui soient mises en place. Et puis la vraie menace qu'on a identifiée, c'est la complexité de la mise en œuvre pratique de ces choses-là. Donc je n'ai pas reparlé des services support, de la mutualisation, des moyens, etc., qui sont des vraies problématiques qu'on a pu aborder. Bon, sujet ô combien important, les composantes. Donc une question ? Ah, une question. Ghislaine, il y a une question tout au fond là-bas. Donc, le point d'interrogation devant l'IFSTAR, c'est l'hypothèse d'un découpage en composantes, ou est-ce que c'est autre chose? Non, parce que le découpage Alors, la composante, on n'a pas retenu ce terme-là parce qu'on a mis des schools off. Donc, en fait, dans les schools, l'IFSTAR n'apparaît pas parce qu'il n'a pas de vocation à diplômer, donc il n'y a pas de formation. Et donc, a été évoqué effectivement son positionnement. Donc, on a assez longuement discuté là-dessus. Et en fait, on s'aperçoit que l'intervention de l'IFSTAR vient juste dans vient dans l'affichage et dans les actions de recherche, et que le lien serait fait ensuite avec les enseignements. Donc en fait, quand on regarde ce que j'ai affiché ici sur les school off, l'IFSTAR n'apparaît pas. Par contre, ils apparaissent ici, mais effectivement, on a positionné les départements de l'IFSTAR et on n'a pas positionné l'IFSTAR en tant que tel. On a eu beaucoup de discussions là-dessus, mais in fine, a priori, l'UPEM n'apparaît pas non plus, donc il n'y a pas de raison que... C'est l'enseignement, finalement, la première grille de lecture. Nous, on l'a construit avec l'aspect composante et enseignement. Ouais. Merci. Donc, une remarque dans le tableau précédent, l'EUP est positionné, donc c'est une composante qui est mixte avec une autre université, et notamment l'IFSTAR dans l'université cible, pourrait avoir envie de développer des choses avec d'autres universités, notamment à Nantes, à Lyon, etc. Donc il y a aussi cette réflexion à intégrer probablement. Oui, mais pour l'EUP, on en était totalement conscient. Encore une question. Donc du coup, dans le tableau suivant, on peut voir département GU. Mais est-ce que si on parle du département GU de l'UPEM, ne dépend-il pas justement de l'IFSA ?
Si, en fait, on était sur une composante, sur une traduction des composantes existantes. Mais au découpage qu'on a fait ici, on s'est aperçu en lien avec ce qui a été proposé dans le cadre de l'objectif de l'UCIBL, que l'urbain apparaît, et que si on positionne le IVP, il n'y a pas de raison que le département génie urbain ne soit pas rattaché à ce pôle-là. Donc en fait, le département génie urbain, pour l'instant, est au sein de l'IFSA, mais là, on est bien sûr à terme, je reviens bien sur ce que j'ai dit là-dessus, c'est qu'on est sur une vision à terme, et donc ça peut être un affichage qui est intéressant. Parfait, merci beaucoup. Encore une question. Encore une question. Marc. Ce n'est pas une question, c'est Marc Tasson, IFTAR, Lyon. C'est plutôt un complément par rapport à ce que vient d'expliquer notre rapportrice par rapport au positionnement de l'IFTAR. En fait, on n'a pas prévu de découper l'IFTAR comme ça pourrait être imaginé ici, sur cette diapo-là, voilà, avec une partie de l'IFTAR et d'autres qui seraient dans une school off, une autre school off, etc. Mais c'est bien un organisme qui va rester, alors pour l'instant, puisqu'on a dit que c'était une vision à terme, qui va rester entier, mais qui travaillera en matriciel. Alors je ne peux pas faire le croisement avec mes doigts, mais comme ça, avec le micro, voilà, de telle sorte qu'on ait des school off et en même temps, puisqu'on ne diplôme pas à l'IFTAR, qu'on ait un fonctionnement matriciel qui permette effectivement d'interpénétrer et de nourrir les différents laboratoires et donc par conséquence les différentes school of. Merci. Alors merci beaucoup pour cette présentation, bravo. Et donc la présentation suivante. Outils du numérique. Bien, bonjour, donc Denis Bureau, enseignant en informatique à Essier Paris. Donc j'ai été désigné volontaire pour vous présenter la restitution de cet atelier qu'a préparé le groupe. Alors c'était un groupe assez bien réparti, puisque à part l'ENSAVT, on a tous les établissements. Alors on a d'abord essayé de définir un objectif sur le numérique. C'était comment essayer de faire mieux que juste la juxtaposition de l'ensemble des établissements. Et donc, on propose que l'UCIBL se dote d'une véritable stratégie du numérique, à la fois pour la pédagogie, la valorisation des formations, de la recherche, que ce soit en interne pour les étudiants ou les personnels, ou en externe pour tous les publics. Alors, on a proposé 5 axes de réflexion. Le premier axe, c'est pour les étudiants de leur permettre de travailler n'importe quand et n'importe où. Donc, ça nécessite des tas de choses, donc des problèmes matériels, logiciels, des accès à distance, des environnements d'apprentissage spécifiques et une disponibilité de tout ça 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, dans l'idéal. Deuxième axe, on pense peut-être il est souhaitable de mutualiser un certain nombre de choses au niveau, par exemple, de la certification des compétences ou de la remise à niveau des étudiants entrants. Soit c'est des compétences dans certaines matières ou des compétences dans le numérique, tout simplement. Donc c'est aussi un chantier du numérique. Troisième axe, accompagner l'ensemble des personnels, soit pour les enseignants au niveau pédagogique, soit pour tout le monde au niveau numérique. Et on pense qu'il est important de s'entourer de compétences en didactique, en pédagogie, là, comme le sujet c'est le numérique, spécifiquement autour de la pertinence des usages du numérique dans la formation. Quatrième axe, on propose d'essayer d'insuffler une dynamique du numérique dans l'enseignement
Alors, tout en tenant compte d'un certain nombre de problématiques, il peut y avoir des réticences, des obligations. Par exemple, la CTI oblige à avoir un certain nombre d'heures de face-à-face. Il y a des problématiques de droit d'auteur, etc., etc. Mais on pense qu'il faut quand même insuffler une dynamique sur l'ensemble de l'UCIBL avec des appels à projets incitatifs, des retours d'expérience, la valorisation des initiatives dans le domaine du numérique et peut-être des webinaires réguliers qui permettraient de valoriser les meilleures pratiques dans tous les établissements. Cinquième axe, on propose de créer une bibliothèque commune de ressources pédagogiques au sens large et de profiter du fait qu'on pourrait avoir des plateformes communes, donc des learning management systems, des e-portfolios, des exerciceurs, des ressources documentaires. Ça pourrait permettre de fédérer des communautés d'enseignants autour de ces plateformes et inciter à la fois à diffuser des bonnes pratiques et à collaborer. Et donc en conclusion, on a pensé qu'il fallait se poser la question de mesurer la réussite de cette stratégie si l'UCIBL décide de lancer une stratégie du numérique. Et donc, il fallait se doter de métriques qui pourraient être le taux d'usage de ces ressources ou de ces outils. Ça peut être la réussite des étudiants, le nombre d'enseignants impliqués, la diversité des publics, etc. Et donc, si on a ces métriques et qu'on essaye de mesurer la réussite de cette stratégie, on peut l'adapter au fur et à mesure. Voilà. Merci. Alors, une question pour Denis Bureau. Alors, oui, il y a une question, allez-y. Juste un complément, en fait, par rapport au numérique. Un des métriques, ce serait aussi et également, en fait, le passage du papier dans tout ce qui est vie administrative, je dirais, à l'utilisation de documents électroniques, pour simplifier les procédures, surtout quand on va être multisite. Alors, pour cet atelier, on s'est un peu centré sur outils numériques pour la formation. Donc, dans ce cadre-là, pour répondre à la question, ça serait le passage du polycopier à des ressources en ligne. Donc, c'est abordé oui, ici. Ça peut être un souhait et une volonté de l'UCIBL. Après, il faut tenir compte d'un certain nombre de choses, y compris le fait que, pour l'instant, tels que sont les statuts, les règlements, etc., un enseignant peut ne pas souhaiter rendre public son support, par exemple. Donc, il y a des tas de choses à discuter dans ce cadre-là. Moi, Denis, j'ai une question. Est-ce que, c'était pas forcément l'objet de cet atelier, mais est-ce que vous avez pu discuter des différences et du niveau d'utilisation des outils numériques entre les différents établissements? Alors, oui, on a commencé par discuter de cela et des outils utilisés dans les différents établissements. Là, les gens qui s'étaient inscrits à cet atelier sont a priori intéressés par ce sujet, donc il y avait, dans tous les établissements, il y a une utilisation du numérique, plus ou moins. Il y a des enseignants qui souhaitent les utiliser beaucoup, d'autres moins. Donc, c'est pour ça qu'on pense qu'il faut une stratégie globale et des outils incitatifs pour développer ça. Ah, une question, c'est la dernière. Oui, bonjour. C'est à propos des outils numériques utilisés par les administratifs, parce que je suppose qu'ils n'auront pas du tout les mêmes pour la gestion des stages, des contrats d'apprentissage, comptabilité, tout ça. Donc, y aurait-il une unification, un recensement des logiciels utilisés? Nous n'avons pas discuté de cela, mais donc, je ne sais pas vraiment. Cette problématique existe, mais dans cet atelier, nous n'avons pas discuté de cela. Merci pour cette réponse. Très bien, merci, bravo, merci Denis.
Le groupe suivant, articulation, génie urbain et architecture. Bonjour, Laurent Ducourcieux, donc, du pôle espace public aménagement de l'école des ingénieurs de la ville de Paris. On a eu un atelier assez confidentiel en fait, donc je vais faire très court pour le restituer. D'abord en remerciant le IVP l'essier de son accueil, et puis aussi finalement en me félicitant de l'occasion donnée de nous rencontrer. Moi, je crois que ce qui a permis cet atelier, c'est l'interconnaissance. Je pense que la contribution à la future UCIBL, elle reste modeste du point de vue institutionnel, mais concrètement, elle a permis de nous rencontrer entre chercheurs ou enseignants d'horizons très différents. En particulier, ceux qui venaient de l'IFSTAR, parfois d'assez loin, se demandaient ce que c'était que le génie urbain. Donc on a commencé par ça. Denis Moran, qui est ici, qui anime une équipe à l'UPEM, a pointé les spécificités de regard multi-échelle, multi-acteurs, multi-domaines techniques sur l'objet urbain, sur le projet et l'analyse urbaine. On a pointé les limites du génie urbain. Alors on a voulu faire un lien avec l'architecture qui, dans l'esprit de la proposition, était aussi un lien vers le non technique et aussi une ouverture vers les métiers, vers les questions de légitimité de l'action, vers l'éthique professionnelle. Donc ça s'est resté un peu en jachère parce qu'en fait, il y a eu très peu d'architectes. Il y avait une personne inscrite mais qui n'était pas là. Donc on a commencé à 6, dont 2 architectes dont le métier n'était pas l'architecture. Et puis aujourd'hui, on était entre ingénieurs. Donc du coup, c'est devenu très confidentiel et très passionnant, centré sur la question de l'éclairage urbain. On a fait connaissance plus en détail du LEPSIS, un labo de l'IFSTAR, qu'on a pu visiter d'une façon improvisée. Et on remercie beaucoup toute l'équipe de ce labo qui nous a montré son travail et qui, avec nous, génie urbaniste, a esquissé des pistes d'échange sur l'enseignement et peut-être sur la recherche. Je ne sais pas si Denis, Céline, qui avait fait la matinée, voulaient apporter des compléments sur ce qui s'est dit ce matin. Et si vous avez des questions. Merci beaucoup. Bien, sinon, pas de questions, si pas de remarques, on peut peut-être passer au suivant. C'est numérique et composants. Ah, Patrick Poulichet. C'est pas Patrick Poulichet. C'est pas toi qui présente, Patrick. F5. Ben non, c'est pas celui-là. Pardon. Ou alors ah, voilà. Oui. Merci. Bonjour, je suis Rochdi Trigui, je suis chercheur à l'IFSTAR de Lyon. Et donc, je vais vous présenter donc, la restitution de cet atelier. Donc, les présents étaient de l'ESSIE, de l'UPEM et de l'IFSTAR. On n'a pas fait le nombre parce qu'on n'était pas très nombreux. Donc, mais le fait d'être pas très nombreux, ça nous a permis donc, que chacun s'exprime un peu plus. Et donc, on est allé un petit peu dans certains détails. C'est pour ça que vous allez voir certains jargons, mais en 5 minutes, je vais essayer de vous expliquer un peu certains termes. Donc d'abord, on s'est posé la question sur composants et numérique, qu'est-ce qu'on entendait par cet atelier. Et vite, après un tour de table, on s'est concentré, parce que le numérique, aussi bien que les composants, c'est des domaines très vastes, et on s'est concentré sur cet aspect hardware et software et leur interface. Et donc, on s'est rendu compte que la pratique des différentes composantes est très variable, puisqu'on va regarder les composants les moins chers, mais peut-être les moins performants, qui s'appelle Arduino, c'est des cartes.
pour aller jusqu'à des choses plus industrielles qui permettent ce qu'on appelle du prototypage rapide à temps record. De l'autre côté, donc, pour faire tourner ça, il y a les logiciels qui vont avec, et de la même manière, il y a une diversité. Donc, on n'a pas, c'est pas ici la place pour faire tout, mais c'est donc les expériences des uns et des autres par rapport à cette connexion entre le hardware et le software. Et donc, les collègues de l'ESSIE, donc je les remercie au passage pour leur accueil, ils nous ont montré donc un peu leur expérience par rapport à la librairie 4.0, où ils mettent à disposition pour les étudiants, mais aussi pour les enseignants-chercheurs, des composants pour qu'ils aillent faire leur prototype. Alors, prototypage rapide, c'est pour aller le plus vite possible vers la preuve de concept, et donc partager des outils et des projets avec une liberté d'emprunt. Et donc, ce type de projet est très encouragé à l'intérieur de l'ESSIE. Alors, on s'est rendu compte aussi qu'à l'intérieur de l'UCIBL, il existe déjà, donc il y a des choses qui sont lancées sur les thématiques de numérique et composants, comme le projet maquette urbaine au laboratoire LVMT, et aussi il y a un projet Impulsion qui s'appelle Urban Vision, donc avec la réalité virtuelle, simulation capteur, qui est accepté comme projet Impulsion. Alors ensuite, on s'est projeté un peu, mais du coup c'est assez restrictif, donc par rapport à l'expérience des personnes présentes. Donc on a dit comment on peut utiliser les compétences des uns des autres, et donc on s'est projeté sur des composants qui peuvent faire la surveillance des états de batterie dans un véhicule hybride ou électrique, donc faire ça à des étudiants. Mesures embarquées sur donc, OBD. Alors il y a un projet ou une idée de projet de détection des nids de poules lors des déplacements à vélo, avec donc une caméra et un mobile 3D pour identifier les positions GPS des nids de poules, pourquoi pas. Et il y a aussi une possibilité sur les mesures embarquées de polluants avec les capteurs qu'on a vus, les micro-capteurs qui permettent donc de mesurer aussi bien qu'une grande centrale, mais d'une manière embarquée sur véhicule. Donc, à court terme, on avait identifié des collaborations possibles sur les sujets de stage des étudiants, que ce soit en Bac plus 3, Bac plus 4, et aussi ouvrir tout de suite des séminaires aux participants de l'UCIBL, comme le séminaire de Textas Instruments qui va se dérouler au mois de mai à l'ESSIE. Et après, donc à plus long terme, pourquoi pas créer une communauté d'utilisateurs de hardware et software, donc pour échanger des informations et même des composants, recenser donc les enseignants et les chercheurs intéressés par ça. Alors là, c'est une perche tendue pour commencer à peut-être, pourquoi pas, allouer des bourses pour avoir des étudiants qui vont dans d'autres composantes de l'UCIBL. Et enfin, l'organisation d'un hackathon, donc UCIBL, pour développer sur 1 ou 2 jours des produits comme des images et faire ressortir donc des étudiants intéressés. Voilà, je crois que c'est tout. Alors, une question sur les composants. J'espère que vous avez eu l'occasion de visiter la bibliothèque avec cette bibliothèque de composants, Texas Instruments. Non? Si vous ne l'avez pas fait, vous avez encore vu toute la soirée. On est ouvert, vous avez entendu très tard, hein, jusqu'à 1h du matin. Moi, je ne savais pas. Hein, j'ai découvert qu'on ouvrait 365 jours par an. Il y a peut-être un truc à revoir, là. Je ne sais pas. Alors, sur la question, Patrick, un commentaire? Non? Thierry, commentaire? Non? Vous ne voulez pas rester 365 par an? Non, c'est ça. Parce que c'est les deux protagonistes là, de cette affaire-là. Oui, déjà. Ouais, d'accord, très bien. Ok. Ah, les étudiants, heureusement que vous êtes là hein, quand même hein, pour poser des questions. Allez-y.
Alors une question concernant la bibliothèque de composants électroniques. Donc il y a plusieurs formations d'électronique dans le cible, que ce soit déjà l'ESSIer, mais également par exemple au niveau de l'UPEM. Serait-il possible justement de faire bénéficier cette bibliothèque non seulement aux étudiants de l'ESSIer, mais aux autres étudiants de l'UCIBL qui pourraient en tirer un très grand bénéfice? Je peux répondre, mais je pense que ça a été évoqué effectivement dans l'atelier. On a passé à travers si on ne l'a pas cité. Mais... C'était, on était quasiment sûr, mais j'étais vérifié avec la bibliothèque. C'est possible pour tous les étudiants de l'UPEM et de UCIBL pour le futur, en fait, d'emprunter des cartes Texas Instruments. Mais c'est déjà le cas pour les établissements, en fait, de la Cité des cartes. Et donc, par la suite, ce sera le cas aussi pour les étudiants du CIBL. Voilà, un exemple de coopération déjà en place, donc c'est magnifique. Il faut continuer. Bravo, merci beaucoup. Alors, le dernier atelier, et le titre est quand même assez impressionnant, hein, c'est « Enjeux du numérique, déluge de données ». Et vous allez voir, les transparents sont aussi un déluge de données. On pensait avoir 10 minutes, je vais essayer d'en faire que 5. Alors, moi j'ai pas ce format-là sur mon ordi. Donc dans le cadre de ce séminaire de connaissances réciproques avec un accueillant très, très doué, je dirais, l'ESSIer, pour nous, notre titre d'atelier, c'était « Enjeux du numérique et déluge de données ». Donc, on était une douzaine de participants, donc vous les avez en bas à droite, et vous avez en bas à gauche les animateurs de l'atelier. Tout d'abord, donc là, c'était la session 2 sur 2, donc il faut savoir qu'il y avait une première session qui avait eu lieu à l'ENSG. On n'avait pas forcément tous participé à la première session, et l'une des conclusions de la première session, c'était finalement proposer un schéma directeur du numérique UCIBL. Donc après cette première session, la continuité, c'était finalement le big data ou le little data, est-ce une réalité? Donc c'est une des photos que vous avez à gauche. Et puis quand on est confronté à effectivement un déluge de données ou un big data, est-ce que le mode d'analyse IA, donc intelligence artificielle, machine learning, deep learning, et surtout pour aider à la décision, est-ce que c'est pertinent ou pas et comment on y arrive? Donc la première question, c'était quel impact de l'intelligence artificielle sur l'université cible? Alors je vais m'attarder un peu sur ce transparent où en fait on a listé à la fois des opportunités, des risques et des interrogations. Donc au niveau des opportunités, on a pensé que c'était effectivement une aide à la fois au traitement de l'information, à la décision et à la détection. Donc quand on parle de détection, c'est des moyennes sur des comportements courants, mais aussi détecter des signaux faibles. Et c'est également, en plus de l'aide, c'est faciliter et accélérer l'analyse et le reporting. Donc avoir des analyses un peu plus en temps réel avec une accélération dans l'analyse et l'aide à la décision derrière. Alors au niveau des risques, on a constaté entre nous, donc on était 12-13, hein, c'était aussi un risque d'éloignement et d'abstraction des traitements, c'est-à-dire sur un chantier ou au laboratoire, on a des mesures, on a des grandeurs physiques. Et quand on passe par du traitement big data et analyse IA et autres, on peut avoir une perte de sens et de compréhension. On peut aussi avoir quelque part des usages de données qui peuvent être non fiables ou non pertinentes ou dénaturées. Et donc, si on les injecte sur du deep learning avec une base qui n'est pas conceptuellement bien construite, on peut aller vers de la fausse analyse ou fausse aide à la décision. Et puis, les risques aussi, c'est les fonctionnements type boîte noire quand on ne connaît pas du tout l'algorithmie, avec la mise en œuvre par des non-experts du métier, donc là il y a carrément un danger. Et puis, alors des usages, c'est vrai, quand on développe des choses, en général on le développe pour le bien commun et le côté blanc, mais il y a parfois des usages inattendus, dévoyés, et on peut parfois tomber dans le côté obscur, on va dire. Alors au niveau des interrogations, il y avait surtout aussi au niveau, est-ce qu'il y a une révolution métier du chercheur avec du changement de paradigme épistémologique? Il y avait aussi comment accéder aux meilleures données en fait, puisque si on a des données qui sont pertinentes, fiables, productibles, on pourra entraîner des algorithmes
Et leurs résultats, après, pourront aider à assurer la qualité à la fois des bases d'apprentissage et l'aide à la décision. Et puis finalement, quand on a un impact immense pour une société et qu'il y a des décisions qui sont prises derrière, si c'est piloté par des algorithmes, d'abord, quelle est la place de l'humain, et ensuite, quelle garantie, quelle responsabilité et quelle éthique. Donc ça, je dirais, c'est un peu le transparent clé du groupe de travail. Alors après, pour information, donc il y a le rapport Villani, donc Cédric Villani, qui est un mathématicien qui a eu la médaille Fields. Donc on lui a demandé de faire un rapport justement sur l'intelligence artificielle. Il a produit son rapport donc le 28 mars dernier. Vous pouvez aller le voir. Bon, l'avantage, c'est qu'il y a une version de synthèse et une version vulgarisée, donc d'une dizaine de pages. Sinon, le rapport fait plutôt 200-300 pages. Et sur ce rapport-là, donc, qui a été lu évidemment par nos deux animateurs, il nous a rapporté que finalement, il y a 2 des 4 focus du rapport qui sont directement liés aux activités de l'UCIB. Donc, le premier, c'est transport, mobilité, environnement. Et le deuxième, c'est éducation et learning analytics. Alors, évidemment, il y a plein d'autres choses, mais je ne vais pas rentrer dans le détail là. Donc, par rapport à notre atelier de travail, il y avait une deuxième question, c'était quel service inventer avec et pour nos données, ou pour nos données et avec nos données, ça dépend comment on voit les choses. Et donc, on a fait trois questions groupes de travail. Le premier, c'était pilotage par la donnée. Quelle application? Et là, on s'est focalisé sur l'assistance aux étudiants, notamment. Et une des problématiques qu'on a mis en valeur, c'était comment voir les étudiants qui décrochent dans un cursus, analyser pourquoi ils décrochent, avoir des argumentaires et avoir des rémédiations pour éviter ce genre de faits. Et finalement, est-ce que dans les risques, est-ce que tout ce qui est feedback instantané, image à donner aussi bien de l'établissement que des étudiants, est-ce que c'était une décision individuelle négative ou non appropriée? Est-ce qu'il y avait un risque d'éloignement étudiant-enseignant ou au contraire une meilleure efficacité? Donc ça fait partie des données, donc pilotage par la donnée. Ensuite, on a travaillé sur donc on s'était répartis par 3-4, chacun sur les trois groupes de travail. Le deuxième, c'était un bac à sable pour innover avec nos données. Donc le bac à sable, en fait, on a plutôt scindé en 2. À gauche, vous avez les données qui sont stockées dans un silo. Et puis à droite, vous avez le moulin. Donc comment vous allez moudre toutes ces données et qu'est-ce que vous allez pouvoir en extirper. Donc on a essentiellement travaillé sur la mise en commun des données. Et le comment, c'est aussi, alors on le verra dans un transparent après, mais c'est aussi la propriété intellectuelle, le partage, comment c'est réalisé, etc. Alors, il y avait des fortes valeurs ajoutées à chaque fois, donc je vous laisse un petit peu de temps pour les lire. Et finalement, quand on a aussi beaucoup de données et plusieurs moulins pour arriver à une conclusion, c'était les risques, c'est est-ce qu'on a des collectes trop spécifiques? Comment on gère la confidentialité? Comment on gère des données qui finalement sont biaisées, et puis une fois qu'elles sont moulinées, est-ce qu'on peut finalement appliquer de mauvaises méthodes et est-ce qu'on peut se perdre aussi? Alors finalement, le troisième groupe de travail, c'était repenser la circulation de l'information et l'expertise à l'heure des données. Donc on avait aussi, donc le H2H, c'est humain à humain, H2M, c'est humain à machine, et on a ajouté machine à humain. Pour citer un exemple, par exemple, le GPS. Vous pourrez vous poser la question, est-ce que pour vous, c'est une application humain à machine ou machine à humain? On en a discuté. Autre chose aussi, quand on pense à faire circuler de l'information, ça veut dire partager des connaissances. Ce qui nous a paru important, c'est d'avoir un glossaire commun. Ça a été dit aussi dans d'autres ateliers. Et finalement, il faut non seulement avoir une communication sur les objets, mais aussi une bonne définition de la question, est-ce qu'on en attend? Parce que si c'est mal défini, on peut se montrer trop ambitieux et avoir de la désillusion, ou au contraire répondre finalement pas à l'objectif de l'atelier, répondre à côté. Alors au niveau de la valeur ajoutée, c'est surtout optimiser la transmission, la circulation de l'information, et si on se met dans la position française, c'est aussi notre faire-valoir en national mais aussi en international. Contribuer à la fiabilité et la véracité de l'information, notamment développer l'esprit critique et le libre arbitre. Alors on a certains de nos étudiants, moi je ne fais pas beaucoup d'enseignement, mais c'est vrai qu'au niveau des étudiants, et je veux dire nos enfants, nos voisins, etc., quand on pose une question, c'est tout de suite Google, c'est tout de suite Wikipédia, et on croit que c'est la vérité vraie. Moi j'ai des étudiants qui pensent que ce qui est écrit dans un article de rang A, c'est forcément vrai. Non, parfois non. Donc il ne faut pas arrêter de se poser des questions. Il ne faut pas toujours absorber l'information sous prétexte qu'elle est disponible comme étant une véracité, quoi.
Et également, on s'est posé des questions sur la conservation long terme, donc pérennité des accès. Alors pour citer un exemple, parce que ça peut être un peu abstrait comme ça, au niveau de l'IFSTAR, on va avoir sûrement un arrêt de tout ce qui est Springer, et donc ceux qui n'ont pas sauvegardé leur PDF en dur, eh ben, ils ont des liens qui ne seront plus actifs. Donc ça, c'est de la pérennité sur du long terme. Et puis une surproduction de l'information, et notamment quand on parle de métriques, avec un nombre croissant d'articles. Alors là, c'est juste un transparent qui est important, hein, c'est pour dire qu'il y a des notions de contexte, de la réglementation sur les données et des bonnes pratiques sur les données qui sont déjà mises en place, enfin qui existent, mais qu'il faut mettre en place. Et puis, en conclusion, finalement, nos propositions d'action phare pour une adaptation de l'USIBL au monde numérique, alors on a hésité, hein, adaptation, on a mis adaptation, transformation, transition, donc voilà, c'est vraiment le monde numérique. Et puis on a privilégié deux colonnes, hein, ce qui est en interne et ce qui est en externe, parce que finalement, quand on est en interne, c'est de la formation en interne pour les personnels. C'est aussi de la sensibilisation et de l'accompagnement, parce qu'il n'y a pas que des aspects techniques, il y a aussi des aspects juridiques et des aspects éthiques. Et puis la mise en place des outils. Et en externe, c'est une formation, par exemple, une des propositions qui est ressortie, c'est vraiment une formation intelligence artificielle et ville qui pourrait être mise en place dans l'université cible, puisque c'est une formation qui n'existe pas. Et puis pour les professionnels, ce serait de la formation continue, puisque nous aussi, on a besoin de mise à jour et d'être en formation continue. Et après, donc, ouverture et partage des données, avec par exemple des plateformes ouvertes, des codes. Et alors les API, excusez-moi, je ne me souviens plus pourtant, mais... Merci, madame. Voilà. Et tout cela, avec toutes les bonnes volontés, il ne faut pas oublier que cela va nécessiter un investissement en temps et en personnes, mais je pense qu'on ne pourra pas y couper. Merci. Bon, voilà, on a tenu le timing, donc il y a encore quelques minutes pour des questions sur ces sujets extrêmement intéressants et riches. Hein. On a beaucoup discuté. Je pense que ce soir à table, vous pouvez aussi en discuter en famille. C'est vraiment très intéressant. C'est dommage. si, mais je pense que tout le monde est impressionné. Bon, en tout cas, merci beaucoup. Bon, voilà, donc les présentations sont terminées. Il nous revient à conclure, pour vous dire que, en tout cas pour l'Essier, ça a été 2 jours formidables. On a été très heureux de vous accueillir pour ce séminaire de connaissances réciproques. Je pense qu'on a tous profité de ces visites, des ateliers. Ça a contribué à tisser des liens entre les futurs partenaires, puisque nous avons travaillé ensemble dans quelques mois, un peu plus encore qu'aujourd'hui. Et je pense que cette journée a été assez emblématique de ce qu'on peut espérer à l'avenir. Voilà. Donc merci à tous pour votre participation. Et il me reste encore une dernière chose à faire, c'est remercier les participants, les organisateurs, puisque ils ont été à la manœuvre pendant ces 2 jours et même les gens qui ont précédé. Donc je voudrais remercier spécialement donc Corinne Berland qui est là, qui a été l'organisatrice en chef, qui a fait preuve d'un dynamisme, d'une pugnacité et de temps en temps d'un sens de l'organisation inné. Bravo. Et donc ensuite, c'est pas par ordre alphabétique, Ghislaine Carry, Rima Pinault, Stéphane Gérard, Elisabeth Bastien, Bruno Rougier, c'est le collaborateur pour l'informatique, Claire Spielmann pour la communication et ses collaborateurs, Thierry Fragnet qui depuis le début de ces séminaires de connaissances réciproques essaye de jongler avec toutes les problématiques, les contraintes des uns et des autres, et finalement ça marche. Donc bravo Thierry, je ne sais pas s'il est là encore là, mais on le saluera à distance. Renan de Villèle et Émilie Patron de l'agence Event Success, ils sont là? Non, on va les remercier aussi. Et puis moi, je vais remercier tous les responsables de département, les enseignants, les assistantes qui ont contribué à faire en sorte que ces visites soient agréables et que les 2 jours passés à l'école soient partagés de façon tout à fait formidable.
les ingénieurs de laboratoire, tous les administratifs, et puis les étudiants qui ont été managés par un étudiant de l'école qui s'appelle Lucas. Il est là, Lucas? Non? Bah, écoutez, il a bien travaillé, on le remercie. Et puis, merci à l'équipe du campus numérique et à l'UPEM. Voilà, j'ai tout dit.